le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast, 20e numéro déjà, le temps passe, et un numéro qui s'annonce passionnant en essayant de rester le plus objectif possible bien sûr. On a vu déjà dans un épisode précédent les synergies SEO-SEA, et bien cette semaine on va se plonger dans les synergies entre SEO et UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Exactement, et moi je suis ravi que nous abordions enfin ce sujet clé dans ce WAMcast. Sujet clé en 2021 parce que Google a annoncé qu'à partir de mai 2021, les premiers critères UX feront leur entrée dans le calcul de pertinence d'une page pour son positionnement dans Google. Bien sûr, nous allons parler de ces fameux critères, mais nous allons aussi voir beaucoup plus loin que cela. Et en effet, cette nouvelle est surtout une belle opportunité de faire la lumière sur la discipline UX ou l'expérience utilisateur. Bon, les habitués du WAMcast ont reconnu la voix de David, le directeur et le fondateur de WAM. Mais pour ce numéro, pour nous accompagner dans cet exercice, on est très heureux d'accueillir l'un de ses plus éminents connaisseurs, théoriciens et praticiens de l'UX en France. Tout ça, monsieur Olivier Sauvage, CEO de Wexperience, mais aussi capitaine commerce du blog éponyme. Alors déjà, bienvenue Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vais te laisser te présenter un petit peu mieux. Eh bien, merci. D'abord, merci à nouveau à toi, David, et à toi, Kevin, de m'avoir invité sur ce podcast. Je crois, en fait, Kevin, que tu as déjà tout dit, donc ça va m'épargner un peu de salive. Effectivement, je suis le CEO, moi aussi, également, de Wexperience. On est une agence de UX qui est basée, non pas à Lyon, mais basée à Lille. Effectivement, j'ai été blogueur à une époque avec Capitaine Commerce, mais ça, c'est quand même déjà le passé. Et aujourd'hui, donc, je suis le fondateur qui s'occupe de la communication de Wexperience et de ses petites filiales, WexIT, Digitalise, et aussi Marco Polo, qui est notre dernier bébé, une agence d'innovation pour les grandes entreprises. Eh bien, à nouveau, bienvenue à toi et merci d'être là depuis Lille, on le rappelle. Alors, je rappelle pour tout le monde notre sujet du jour. Quelles sont les synergies entre ces deux métiers, le SEO et l'UX? Et pour commencer, Olivier, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'UX? Alors oui, c'est un petit peu une question piège pour moi parce que c'est, je crois, une définition qui a pas mal évolué dans le temps. C'est pas toujours évident de le définir. C'est un mot qui a pris un sens de plus en plus large avec le temps. En ce qui me concerne, je vous donnerai ma propre définition, elle vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, l'UX, c'est tout simplement l'expérience que vit une personne en face d'une interface, digitale ou pas. Donc, si on cantonne l'UX au sein du monde digital. Autrement dit, devant un écran, dans la plupart des cas, mais ça peut être aussi une interface vocale, comme une enceinte intelligente, ou même, en fait, devant n'importe quel type d'objet connecté. Et je dirais, du moment qu'il y a des boutons dessus. Donc, si vous êtes dans votre voiture face à un écran, on va parler du UX. Si vous êtes face à une borne dans la rue, on va parler du UX. Donc, c'est un terme assez générique. Alors, l'UX, en fait, c'est une définition, c'est la définition d'expérience, puisqu'on dit user experience, mais c'est aussi celle d'une, entre guillemets, science, ou plutôt d'un métier, celle de UX designer, qui consiste tout simplement à faire que, justement, ces expériences soient les meilleures possibles pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'elles respectent un certain nombre de critères qui visent à atteindre un objectif qui est, en fait, cet objectif, tout simplement, la satisfaction de l'utilisateur. Alors, ces critères, ils sont très nombreux, ils sont assez complexes à définir, mais je peux vous en citer quelques-uns. Par exemple, le premier, pour moi, ça va être le plaisir, ça va être la joie, ça va être ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire la capacité d'une interface à être efficace pour l'utilisateur. Ça va être bien sûr la rapidité, la facilité, la simplicité, le contrôle, etc., etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, en fait, il existe une sorte de norme en France. Alors, c'est pas vraiment une norme, c'est ce qu'on appelle plutôt une heuristique. Alors, ne me demandez pas exactement la définition de l'heuristique parce que je ne la connais pas, mais c'est une heuristique qui a été créée par deux chercheurs français, Bastien et Scapin. Et d'ailleurs, on appelle cette heuristique très originalement les critères de Bastien et Scapin. Eh bien, l'objectif des UX designers, justement, c'est d'arriver à atteindre au maximum à la conformité de ces critères. Donc, il y en a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 12 sous-divisés en d'autres critères, donc ils sont assez nombreux. Voilà ce que c'est que l'UX. Et puis, je voulais juste terminer par un petit point supplémentaire parce que de plus en plus, par extension, on applique l'UX aussi au monde physique. Donc, quand un UX designer travaille sur un parcours client, notamment en magasin, eh bien, on va aussi faire de l'UX sur la manière peut-être dont il déambule au milieu du magasin, dont il interagit avec les vêtements. Donc, c'est devenu quelque chose d'assez nébuleux.
Alors moi j'interviens Kevin parce qu'en fait j'ai quand même recherché dans le Larousse ce que voulait dire heuristique parce que c'est une partie importante. On est là pour apprendre aussi. Hein, et voilà, c'est la partie de la science qui a pour objet les procédures de recherche et de découverte. Très bien. Eh bien, Voilà. merci Jamy. Comme on dit dans le Merci beaucoup, David. jargon. Merci le Larousse. Je reste vers toi, David. Bon, je vais pas te demander ta définition du SEO. Normalement, nos auditeurs voient à peu près ce que c'est. Mais je vais quand même te demander à quel niveau en fait se fait la passerelle concrètement entre le SEO et l'UX. Oui, alors on va rentrer largement dans le détail avec Olivier dans un instant pendant ce webcast, mais on peut quand même replacer le décor. Le SEO, c'est la pratique qui consiste à faire se rencontrer la demande d'un utilisateur guidée par une intention de recherche, matérialisée par une question, et une solution par le truchement d'un contenu sur le site d'une marque. Cette rencontre est possible par la visibilité de la marque, placée en tête du moteur de recherche et se traduit par une visite sur le site de la marque. Cette première étape, on l'appelle la Search Experience. Et c'est là que nous faisons la passerelle entre nos deux expertises, SEO et UX, puisque notre mission ne s'arrête évidemment pas au trafic. Les courbes qui montent, grosso modo, c'est super, hein, mais la finalité de notre travail, ne nous y trompons pas, c'est quand même la réalisation d'un objectif concret sur le site, comme une demande de devis, une transaction, un téléchargement, que sais-je. C'est ce qui va concrètement permettre de calculer un retour sur investissement pour les décideurs qui nous écoutent. D'ailleurs, et cette deuxième étape, c'est ce que l'on appelle le parcours de l'utilisateur ou user experience en fait. Ouais, dit comme ça, c'est très simple en fait. Un problème, une solution, une transaction. Ça. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Écoutez, au revoir, à la semaine prochaine. Mais effectivement, c'est intéressant comme tu résumes les choses, parce qu'en effet, sur le papier, c'est aussi simple que cela. Et nos métiers, je pense, souffrent peut-être un peu aussi de cette caricature du tunnel de conversion qui ressemble à un schéma très simple, en 3-4 étapes en entonnoir, merci et au revoir. Sauf que dans la réalité, et Olivier ne me contredira pas, je crois même qu'il va bien l'illustrer, dans la réalité, c'est vraiment chaotique. Et déjà, dans la première étape de la Search Experience, que je connais mieux, c'est déjà un chemin de croix. Comme tu le sais, dans la page de résultats de recherche de Google, dans l'e-commerce, ce ne sont plus juste 10 liens bleus qui te proposent de résoudre ton problème, mais tu as aujourd'hui 4 ads, un carousel shopping, des résultats locaux, une feature snippet, des people also ask, un knowledge graph parfois aussi, un carousel d'images, un carousel de vidéos, et les liens bleus aussi. Ils arrivent. Voilà, j'ai failli les oublier. Enfin, les liens bleus. Tu vois, on voit déjà ici que le chemin est semé d'embûches. C'était beaucoup plus simple il y a quelques temps et qui nécessite d'ailleurs que la marque joue justement l'ubiquité entre tous ces espaces. Donc c'est déjà complexe. Et puis il n'y a pas que ça quoi, en plus. Quoi. Bah, c'est ça. Et une fois sur le site, donc le premier chemin de croix, après tu arrives sur le site et là les points de friction, les biais cognitifs sont encore plus nombreux. Mais là, je vais laisser la parole à notre invité. Olivier. Oui, effectivement, on peut pas dire que ce soit toujours très très simple quand on arrive sur une interface et on passerait la journée même plus à décrire tous les obstacles que peut rencontrer un utilisateur s'il arrive sur un site internet. Ne serait-ce que pour commencer, en fait, l'obstacle principal, ou pas, mais en tout cas, il me semble que c'est le plus important, c'est le temps de téléchargement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu le plus facile à visualiser. L'autre frein le plus visible, c'est et ça, c'est vraiment mon expérience des tests utilisateurs qui me le fait dire, c'est le problème du vocabulaire. Les textes, les mots, en fait, posent souvent d'intenses ou d'immenses problèmes même de compréhension aux utilisateurs. Et c'est au point, parfois, de les bloquer totalement. Alors moi, j'ai toujours une petite anecdote que j'aime bien raconter, parce qu'elle n'est pas toute récente, mais elle m'a quand même beaucoup marqué. Moi, je me souviens d'une dame, un jour, avec qui on avait demandé de remplir un formulaire de commande, donc, comme vous retrouvez sur la plupart des sites. Et à l'époque, alors je ne sais pas pourquoi, les gens qui avaient conçu le site, au lieu de mettre le mot « ville » sur le champ « ville », ils avaient mis le mot « commune ». Eh bien, figurez-vous que ce mot « commune », tout simplement, a bloqué totalement notre utilisatrice parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire, en fait. Alors, je pense qu'elle savait ce que ça voulait dire, mais quelque chose clochait dans son esprit et elle a vu un piège. Elle s'est dit, donc, là, je n'ai pas continué à avancer et effectivement, ça l'avait bloqué totalement. Alors, c'est vrai que c'est un exemple un peu extrême, c'est pas toujours comme ça, mais c'est assez emblématique et symptomatique des problèmes de vocabulaire qu'on peut rencontrer. Et puis, juste pour les premiers freins comme ça que je décris vraiment très très rapidement,
La plupart du temps, sur tous les sites, je vous dirais que le gros problème en général, ce sont surtout les formulaires, et ça plus particulièrement sur mobile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un formulaire, ça nécessite beaucoup d'interaction entre l'homme et la machine. On fait beaucoup d'entrées au clavier, et on a beau y faire, un smartphone, ça reste un tout petit objet dans la main, qui est absolument pas fait pour faire de la saisie au clavier. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit encore une fois très souvent en test. Remplir sur un formulaire sur mobile, c'est vraiment très difficile, et ça décourage pas mal de monde. Alors justement, maintenant que vous êtes un peu plus chaud, on va rentrer dans le vif du sujet, les synergies SEO et UX. Olivier, je m'adresse à toi. Quelle est la première synergie qui te vient à l'esprit alors ? La première synergie, pour moi, c'est vraiment le rapport entre guillemets information et SEO, c'est-à-dire les contenus et le SEO même. Il y a toujours un espèce de terrain de combat entre les deux, mais on va voir qu'ils se rejoignent plutôt pas mal à mon avis. Peut-être que David ne sera pas d'accord, mais on verra. En fait, un des objectifs de l'ergonomie, c'est un des critères d'ailleurs de Bastien Escapa, c'est vraiment la clarté. Donc il faut vraiment être le plus clair possible, et ça c'est un paramètre qui va évidemment s'appliquer dans la rédaction des contenus des sites web. Alors, si je prends par exemple l'exemple des textes longs, qui n'est pas forcément sur les sites de commerce, mais qu'on peut retrouver sur les sites médias, il y a des tas de mises en forme qui sont destinées à simplifier et à faciliter la lecture de l'utilisateur. Alors, pourquoi spécialement des règles sur le digital ? Parce qu'en fait, on ne lit pas exactement de la même manière sur un écran que sur du papier. Alors, typiquement, l'exemple, c'est que un utilisateur, avant de lire un texte, quand il arrive sur une page d'un écran d'ordinateur, il aura d'abord tendance, assez inconsciemment d'ailleurs, à scanner cette page. Alors scanner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, un petit peu comme s'il était dans la cambrousse en train de chasser le lapin ou peut-être le dinosaure, j'en sais rien. En fait, il repère en fait le paysage autour de lui et il détecte en fait tous les points d'intérêt pour lui, pour essayer en fait de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement en fait tous les jours, même quand on se promène dans la rue en ville. Donc, il fait ça pour comprendre un texte. Alors ça, en tant que rédacteur, je parle personnellement, c'est assez intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous donner à ce sujet justement ? Alors oui, ça se traduit en fait très très concrètement. Pour un article long, par exemple, un utilisateur va chercher du regard les mots en gras et puis surtout les titres. En fait, il va chercher tout ce qui ressort et qui va lui donner rapidement des informations sur le contenu de l'ensemble. Et donc c'est ça ensuite qui va lui permettre de décider si l'information qu'il cherche peut se trouver là, ou même cela lui permettra aussi de repérer uniquement les informations qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il peut parfois juste se contenter de lire les titres, et c'est ça qu'il considérera comme être une information qu'il était à la recherche, dont il était à la recherche. Et donc, d'ailleurs, en aparté, c'est très souvent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où les gens, en fait, ne lisent que les titres et quasiment jamais les contenus. Et donc, juste pour conclure là-dessus, c'est qu'en fait, en UX, ce qu'on essaie de faire dans un texte, c'est d'y apporter des sortes de balises, de panneaux indicateurs, d'informations en fait techniques, en forme de la couleur des cases de police de caractère, qui vont permettre de faire émerger l'information la plus importante rapidement aux yeux de l'utilisateur. Ouais, ces panneaux, sont en SEO, le titre que l'on matérialise par une balise H1 pour signaler au lecteur que c'est l'info la plus importante hiérarchiquement dans la page. Le chapeau en gras, l'utilisation des balises H2, c'est pour les intertitres qui séparent les paragraphes. Donc effectivement, ça c'est une vraie synergie pour le coup. La structure du contenu, je vois bien, effectivement. Mais alors en tant que rédacteur, ce que je retiens surtout, c'est que mes écrits, ils sont d'abord scannés. Et parfois, en fait, pas plus que ça, voire même pas lu du tout. Est-ce que tu as d'autres éléments sur la mise en forme du contenu, Olivier ? Oui, alors un autre aspect qui est quand même très important dans la mise en forme d'un texte en UX, c'est par exemple d'essayer de fractionner le texte le plus possible afin de le rendre plus digeste pour le cerveau. On a des règles d'écriture, par exemple, qui veulent que l'on soit le plus synthétique possible, le plus direct possible, donc dans la rédaction des phrases. Un autre exemple vraiment très banal, c'est l'utilisation des listes à puces, dont on va se servir pour les énumérations plutôt que des énumérations par virgule. C'est beaucoup plus facile à appréhender comme cela pour un utilisateur. Et puis ça tombe plutôt bien puisque Google affectionne particulièrement cette mise en forme pour les résultats dans les feature snippets, dans les People Also Ask. En gros, un calibrage 500-600 caractères, un titre, bullet points, et puis ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal. Oui, et puis on aura aussi tendance à mettre les informations les plus importantes en haut de l'écran. Un petit conseil comme ça qu'on peut donner, c'est de mettre en haut d'un article, c'est un résumé du contenu de l'article. Et ça permet à l'utilisateur de voir tout de suite ce qu'il va y avoir dans le gros de l'article. Ouais, ou un sommaire, c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant sur les longs formats, par exemple. Oui, tout à fait, sur les sommaires, par exemple. Au sujet des balises de structuration du contenu que tu viens d'aborder, justement, Olivier, finalement, on parle également d'un sujet corollaire.
parce qu'à la base, ce sont des balises d'accessibilité. Les H1, les H2 dont je parlais. Et c'est un point auquel les UX, je pense, sont également sensibles dans leur travail, non ? Alors le sujet de l'accessibilité en UX, c'est un point délicat. Alors d'abord parce que je pense qu'il est souvent mal compris et mal interprété. Alors l'accessibilité, c'est bien sûr un critère de l'UX, c'est même un des critères fondamentaux. Et l'accessibilité, ça veut dire tout simplement qu'un site doit être donc accessible évidemment et utilisable par le plus de monde possible. Mais alors quand je vous dis ça, en fait, pour l'instant, en fait, je vous ai pas dit grand-chose d'extraordinaire parce qu'on a l'impression que c'est la base de l'UX. En fait, en réalité, si on pousse un petit peu plus loin ce concept, on se rend compte que l'accessibilité, ça va être surtout la capacité des UX designers à prendre en compte la diversité des utilisateurs en fonction de leurs capacités spécifiques. Et là, je me rends compte que je ne vous ai pas encore tout dit non plus, donc je vais vous traduire. En fait, si une personne ne voit pas, par exemple, donc on va parler d'une personne aveugle, hein, plus prosaïquement, eh bien, le rôle de l'UX designer, c'est d'arriver à lui rendre visible ce site par des moyens spécifiques. Et la difficulté réside là-dedans, à le faire, mais sans pour autant sacrifier le site donc aux personnes qui voient. Vous voyez qu'on ne parle pas de handicap à ce niveau-là, mais en fait, on parle de spécificité des utilisateurs. Ouais. Et donc, rendre un site accessible, c'est vraiment ça. Et alors, évidemment, comme il y a une très grande diversité de capacités dans une population humaine, on va tout de suite voir que c'est pas très facile, en fait. Parce que si je prends la problématique de la vue, entre les voyants et les non-voyants, bah, il y a, si je puis dire, toute une gamme de personnes avec des troubles visuels différents. Du daltonisme, la myopie très très forte, tout un tas d'autres affections. Alors, je suis pas médecin, moi, mais il y en a vraiment beaucoup en ce qui concerne les yeux. Et donc, ça veut dire que prendre en compte toute cette diversité est en fait assez compliqué, voire très compliqué, parce que virtuellement, il est quasiment impossible à un designer de prendre en compte toutes ces affections. Ouais. Et puis surtout, moi je pense, et j'espère que d'autres partagent ça que moi, il serait de toute façon très difficile d'arriver à faire des interfaces qui soient un compromis pour tout le monde. Alors en plus de ça, on peut dire qu'en France, concrètement, on n'est pas très très fort pour traiter ces problèmes d'accessibilité. Alors on a encore tendance à parler de handicap, alors que dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de disabilities, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Malheureusement encore, on a beaucoup de sites qui excluent les personnes handicapées. Et je dois avouer tout à fait que je m'inclus un peu dans les designers qui ne font pas assez attention à l'accessibilité. C'est pas une excuse évidemment, mais ça montre à quel point, en tout cas, la prise en compte de cette diversité humaine pour rendre accessibles les interfaces est vraiment complexe. Bon, ouais, ça, c'est encore un autre question. Merci en tout cas de l'avoir abordé de façon aussi complète parce que effectivement, on se rend compte que c'est hyper complexe. Quoi. Comme tu dis, arriver à trouver le compromis, c'est assez clair que c'est complexe, voire impossible, comme tu dis. Ouais. Alors justement, moi, je suis assez convaincu avec tout ce que tu nous dis en plus que Google pourrait en faire son prochain cheval de bataille finalement. Hein. Tu vois, il y a de plus en plus de contenu audio, visuel, des technologies comme le JS qui peuvent représenter en tout cas des barrières pour l'accessibilité au contenu, donc pour les malvoyants, les non-voyants. Et je pense également je suis assez d'accord, encore pas assez qui est fait en la matière, à suivre en tout cas, mais je ne serais pas étonné. Voilà. On verra ça. On vient de parler des synergies pour le côté information, contenu, long format. Qu'est-ce qu'il en est des synergies dans le contexte e-commerce, Olivier ? Alors, si on parle de e-commerce ou de site commercial, alors évidemment, un des buts de l'UX, c'est aussi de donner le plus d'informations possible à un utilisateur, notamment pour pallier au manque d'informations visuelles ou tactiles, olfactives d'un produit. C'est-à-dire essayer de pallier ce qu'on n'a pas sur le web quand on est en magasin, en fait. Ouais. C'est ce qui fait bien nos affaires en SEO d'ailleurs, parce que on a besoin d'enrichir aussi la page produit d'une description en incluant des données structurées. J'entends les caractéristiques techniques par exemple, mais aussi les arguments avec les avis aussi. Et bien sûr les preuves, vidéos, illustrations, pour la faire émerger dans les résultats. Donc là c'est plutôt une vraie synergie, quoi. Et si c'est un service ? Si c'est un service, il va falloir être extrêmement explicite et expliquer le plus de choses possibles, parce que c'est plus difficile de se représenter un service virtuellement. Dans la conception, il va falloir s'imaginer
à la place d'un vendeur, d'un commercial, d'un conseiller qui n'est pas là, et se dire vraiment que toute chose est bonne à prendre, non seulement alors pour informer le client, ça c'est vraiment très important, mais aussi, à mon avis, le deuxième point extrêmement important, pour le rassurer. Donc le texte et tous les autres médias qui vont avec, alors ça va être la vidéo, le son, les animations, les schémas et bien évidemment les photos, vont donc servir une bonne compréhension, évidemment du service, mais également du produit. Et ça, c'est important pour améliorer la conversion. Et puis, évidemment, moi j'ai l'habitude de parler de e-commerce, mais si on parle de service, c'est aussi le service dans le domaine du public, et c'est en fait exactement la même chose. Il faut être capable d'informer le mieux possible et de rassurer le plus possible pour que tout le monde justement ait accès à ces services publics. Là, tu dis des choses importantes parce que donner le plus d'informations possible à l'utilisateur, le rassurer lors de l'acte décisionnel. En fait, tu évoques ici la capacité d'une entreprise à prouver son expertise en fin de compte. Hein. C'est hyper important, quoi. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est important pour certaines entreprises sur des domaines effectivement comme l'assurance, comme des métiers peut-être un peu spécifiques, etc. Un petit peu moins peut-être, je dirais, pour tout ce qui est vraiment commercial sur des produits de consommation de masse. Et puis je voulais juste ajouter encore une chose, c'est un autre début de l'UX. Puisque là, alors on a peut-être abordé que très légèrement la question, c'est non seulement de faciliter les choses, mais c'est aussi également d'instaurer confiance entre l'utilisateur et l'interface. Et ça, c'est très important parce que ça lui permet d'agir sereinement, sans appréhension, sans crainte de se tromper. Et là, à nouveau, encore une fois, on va voir que le texte joue un rôle prépondérant dans l'établissement de cette confiance. C'est super, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tout ce que tu nous décris, je me rends compte, c'est exactement le triptyque qui fait la réussite dans Google, matérialisé par le concept EAT dont Google nous parlait. Hein. Tu sais, le E pour expertise, le A pour autorité et le T pour trustworthiness ou fiabilité. L'expertise par le contenu, l'autorité par les références et la fiabilité pour tous les éléments de rassurance qui permettent à Google de mesurer le degré de confiance qu'il doit accorder à une marque ou un site web. C'est la recherche de la meilleure expérience possible finalement hein, pour les utilisateurs derrière ce concept. Et Google souhaite positionner d'abord les sites web auxquels l'utilisateur peut pleinement faire confiance. Donc tout ce que tu nous décris, c'est complètement ça. Hein. La synergie est vraiment très très claire ici. David, t'en parlais tout à l'heure en introduction. Les critères UX vont faire leur entrée dans le calcul de pertinence d'une page pour son positionnement dans Google d'ici mai 2021. En vous écoutant, je me rends compte que c'est un peu déjà le cas. Avec vos exemples, on voit bien déjà que UX et SEO œuvrent dans le même sens finalement. On peut même dire que l'UX joue déjà un rôle clé dans le positionnement d'une page en fait. Absolument, tu as complètement raison. L'UX fait déjà partie des critères de positionnement et tout ce qu'on vient de se dire, à travers le AT en particulier dont on vient de parler. Et comme le disait plus tôt Olivier, au sein des contenus avec les panneaux ou repères que l'on intègre lors de la rédaction, et puis tous les éléments de contenu sur les pages offres et services dont Olivier vient de parler. Oui, on a les annonces de Google et puis après on verra quelle est la réalité. On va quand même revenir à cette annonce de Google qui promet donc pour mai 2021 que l'UX sera prise en compte dans le calcul de pertinence d'une page pour son positionnement Google. Olivier, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en fait, on évoque ici la question de la vitesse d'affichage, des temps de téléchargement des pages web. Et comme je l'ai dit en fait tout au début du podcast, c'est l'un des critères primordiaux d'une bonne UX. Donc la réactivité et la vitesse d'une interface. Alors tout le monde le sait maintenant, mais une page qui met plus de 3 secondes à se télécharger fait fuir l'utilisateur. Ouais, et puis Google évoque à travers ses études un chiffre vertigineux, hein, c'est 50% de perte de trafic au-delà de 3 secondes. Hein. Ah oui. Tout à fait. Mais bon, ça c'est évident, mais en réalité c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire Parce que en fait, alors il faut en fait un peu bien comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Alors aujourd'hui, on a un peu tendance à se moquer de notre pauvre cerveau parce qu'on a l'impression qu'il est très très lent. Alors c'est sûr que si on le compare à un ordinateur ou à une IA,
il a l'air un petit peu pâteau, ou alors on moque ses biais cognitifs, mais en fait, il n'en reste pas moins une machine extrêmement sophistiquée, complexe et rapide, et sans doute l'une des plus rapides que l'on connaisse. Et cette rapidité, elle est très souvent inconsciente. En fait, quand on arrive sur une page web, on perçoit les choses sur cette page avant même de les avoir vues. Et en réalité, on est même capable de voir sur une page toutes les informations et d'en faire le tri automatiquement en seulement quelques centièmes de seconde et faire le tri entre ce qui nous intéresse et ne nous intéresse pas. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide. Alors, le corollaire de cette vitesse, et c'est là qu'on va arriver au sujet sans doute du SEO et du X, le corollaire de cette vitesse d'exécution fantastique, c'est notre impatience. Ouais, je vois bien de quoi tu parles. C'est comme quand tu rentres dans l'ascenseur, pourtant automatique, et que tu appuies 4 fois sur le bouton pour fermer les portes, en fait. Hein. C'est ça, en fait, quand on est face à une machine, on exige qu'elle soit aussi rapide et aussi réactive que voilà, si on caressait la peau d'un chat, qu'elle réagissait instantanément. Enfin, on ne supporte pas en fait la moindre lenteur de réaction et on le ressent tout de suite et ça nous irrite. En fait, en gros, c'est d'abord une impression de lenteur plutôt qu'une vraie lenteur, quoi, une lenteur avérée. Est-ce qu'il existe alors du coup des astuces pour agir sur le cognitif? Alors des astuces, je dirais non parce que ce serait un petit peu trop simple de parler d'astuces. En fait, c'est à cause du fait que la vitesse d'exécution d'une interface, c'est un sujet qui est quand même très difficile à traiter, et notamment parce que ça nécessite la mise en œuvre de compétences techniques qui, pour le coup, ne relèvent pas des UX designers, mais des codeurs. Et donc là, du coup, on change un petit peu de dimension. Donc s'il y a des astuces, alors je vais vous l'avouer, elles sont un peu d'ordre informatique. Donc il s'agit de code, et je vois pas très bien comment je pourrais vous en parler ici, d'abord parce que ce serait pas très visuel, et surtout, je me vois mal vous réciter des lignes de code. Par contre, je peux peut-être essayer de vous donner un petit exemple un peu simple pour que vous compreniez. Pour, par exemple, arriver à pallier à l'impatience de l'utilisateur, un des objectifs d'un bon intégrateur HTML, d'un codeur, c'est d'arriver à s'arranger pour qu'une page soit donc le plus utilisable le plus vite possible, en fait. En gros, pour résumer simplement, il faut toujours essayer d'afficher le plus rapidement possible quelque chose à l'écran, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, sur lequel on va pouvoir agir le plus vite possible. Un bouton, un lien, par exemple, ça peut être autre chose. Donc, juste ce petit détail-là crée un défi technique qui est intéressant et difficile à relever. Pour donner l'illusion que ça arrive, quoi. Ouais, ok, super intéressant. Ce phénomène, en fait, que tu décris, Olivier, correspond dans les Core Web Vitals, qui vont servir justement à mieux positionner à partir de mai 2021. Une page, en fait, correspond au FID, soit le First Input Delay, c'est-à-dire l'interactivité de la page. En fait, le FID mesure le temps mis entre la première interaction de l'utilisateur et le moment où le navigateur sera capable de lui répondre. Et Google recommande un FID inférieur à 100 millisecondes. Bon, c'est très rapide déjà. Oui, alors pour donner juste un exemple là-dessus, pour que les gens comprennent bien, en fait, très simplement, si un utilisateur remplit un formulaire de contact et clique sur le bouton étape suivante, eh bien, si la deuxième étape met 2 secondes à s'afficher, ce qui est déjà très très long, le FID est considéré comme trop lent et donc on peut considérer qu'il irrite l'utilisateur. Et a contrario, si l'utilisateur clique sur le bouton et que la page répond en moins de 100 millisecondes, ce qui est déjà pas mal, le FID est considéré comme bon et donc l'expérience utilisateur bonne. D'accord, on comprend un peu mieux le lien direct avec l'UX. Olivier, est-ce que tu veux rajouter un point sur ce sujet ? Oui, et bien moi j'ai juste envie de dire qu'un site qui fonctionne bien, il doit être aussi réactif et fluide qu'une matière élastique sur votre doigt. En fait, il doit vraiment vous obéir au doigt et à l'œil et la vitesse de l'éclair. Et ces paramètres de vitesse doivent et peuvent être gérés par la technique. Olivier, je reste avec toi. Tu as abordé avec nous les comportements de l'utilisateur dans plusieurs situations. J'ai 2 questions pour toi. Alors déjà, chez Experience, comment vous y prenez pour évaluer, pour mesurer, pour analyser ces comportements? Et puis ma deuxième question, est-ce que vous procédez par persona en recomposant des customer journey? Alors pour répondre à ta première question, alors je voudrais juste dire en préambule que dans notre monde, on aime bien tout mesurer, les chiffres, tout ça, là, chez les Français, où on a une culture très cartésienne, c'est très important. Mais il faut juste rappeler une chose, c'est que l'UX, c'est de l'ergonomie avant tout, et que l'ergonomie, c'est de la psychologie. D'ailleurs, on parle de psychologie cognitive pour les étudiants qui font de l'ergonomie. Et la psychologie, c'est donc de l'humain. Et l'humain, quand il s'agit de mesurer ses émotions, ses comportements, le sens des mots, des actions qu'il fait, on se rend tout de suite compte que ça n'est pas mesurable. Si on arrive éventuellement à mesurer quelque chose, c'est assez déceptif. Par exemple, je ne sais pas, mais comment allez-vous faire pour mesurer un sentiment d'insatisfaction d'un utilisateur? Comment allez-vous faire pour mesurer la manière dont il comprend un mot? En fait, c'est complètement
impossible. Alors pourtant, on peut quand même y arriver de manière un peu approximative, mais pas en utilisant des web analytics, par exemple, du moins pas trop. Chez nous, chez Wexperience, on utilise au quotidien au moins 2 moyens. Alors le premier, c'est le plus classique chez nous, c'est les tests utilisateurs. Sans aller jusque dans le détail, je vous en dis 2 mots. Disons que, en fait, simplement pour comprendre et du coup pour évaluer, donc mesurer éventuellement ce qui se passe sur une interface. Encore une fois, j'aime pas tellement le terme de mesure. Et donc pour faire ça, il suffit assez simplement de demander à des testeurs, donc des personnes, des gens comme vous et moi, d'utiliser une interface et puis de regarder et de noter tout ce qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment un premier moyen d'évaluer, donc entre guillemets, de mesurer une interface. Mais bon, effectivement, c'est pas ça qui va nous donner une vision, encore une fois, mesurable avec des chiffres, et surtout une vision comparable entre les expériences. Ouais. Alors nous, pour pallier à ce problème, ce défaut éventuel des tests utilisateurs, ce qu'on fait aussi en plus, c'est utiliser des questionnaires. Donc c'est un peu la deuxième méthode. Alors des questionnaires Unix, il y en a toute une palanquée, il y en a quand même un certain nombre. Je peux en citer comme ça 2 au hasard. Il y a le SUS ou la TrackDiff. Ce sont en fait des questionnaires extrêmement simples qui permettent en fait de demander à l'utilisateur d'évaluer sa propre vision des choses, de son expérience. Alors pour que ce soit clair, je vais vous faire un petit parallèle avec la médecine. Par exemple, vous avez peut-être vu ça dans les séries, en fait, ou vous l'avez peut-être vécu vous-même. Quand un médecin vous demande jusqu'à quel point vous souffrez, vous avez une douleur et vous souffrez, et il vous demande de noter de 1 à 10 votre douleur. Vous allez lui répondre, moi je souffre moyennement, donc je mets 5. Mais cette note, en fait, elle vous est propre, elle n'est pas propre à un autre patient. Et donc, si on pose la même question à un autre patient, qui donne exactement la même réponse, qui dira 5, en fait, ce deuxième patient ne ressentira peut-être pas la douleur en fait, au même niveau. Cela dépend de sa sensibilité ou sa résistance à la douleur. Et en UX, c'est exactement pareil. En fait, quand on pose des questions qui permettent de mesurer la performance, la qualité de l'UX, on obtient des réponses qui sont personnelles à chaque utilisateur. Donc, on n'évalue pas les choses de manière absolue, mais de manière relative à un échantillon de personnes. Et en croisant les données, on arrive quand même à attribuer une note à un site ou à une interface. Alors nous, c'est ce qu'on fait par exemple chez Wexperience avec un questionnaire maison qu'on a appelé l'UXM et qui permet de mesurer l'expérience utilisateur de différents sites. On a d'ailleurs créé un baromètre qu'on est en train d'expérimenter avec des marchands pour pouvoir les comparer. Alors ça, c'était ma réponse à la première question. Je suis désolé, c'était un peu long. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est normal. Bon, ok. Et pour répondre à ta deuxième question, alors on fait assez rarement des customer journée. C'est un très bon outil, bien sûr, qui nous aide à visualiser les parcours clients et à imaginer un parcours idéal et ensuite à pouvoir imaginer des solutions qui répondraient à des questions posées, à des problèmes, à des freins sur ce parcours. Mais en UX, ça, tous les UX designers le savent bien, les utilisateurs ne suivent jamais le parcours qu'on imagine pour eux. Donc, ça crée un peu des limites à cet outil. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas énormément. J'aime beaucoup ta vision pragmatique, Olivier. Et puis c'est vraiment passionnant. Merci de nourrir vraiment la discussion à ce point-là. C'est excellent. Moi, j'aimerais aborder deux autres points de synergie SEO-UX, si tu veux bien, Olivier, comme tu es avec nous, j'en profite. Le premier, c'est l'arborescence d'un site, parce que tu le sais, la navigation, en fait, je m'explique. Tu le sais, dans nos travaux, on a une étape clé dans notre travail qui consiste à venir perturber, challenger une arborescence, finalement pour la développer, le plus souvent, proposer des entrées plus granulaires aux utilisateurs. Et ça, c'est motivé bien sûr par le fait de proposer la réponse la plus précise possible à l'utilisateur lors de sa demande sur Google. Puisque plus tu es précis, plus tu maximises tes chances d'engager cette visite et donc d'aboutir à la transaction. C'est un travail directement lié donc à l'étape de cartographie des intentions de recherche des utilisateurs. Et ça touche donc le catalogue produit, mais aussi l'arborescence d'un blog sur lequel on va agir, par exemple. On devine ici qu'il y a aussi des règles, des comportements d'utilisateurs contre lesquels, finalement, il faudrait pas aller lors de ce travail. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Alors sur l'arborescence, alors c'est un sujet assez intéressant. Alors en UX, l'arborescence, ça va être la carte mentale du site et l'utilisateur ne l'utilise pas forcément. Et en fait, même on remarque depuis des années qu'il l'utilise de moins en moins souvent, et ça grâce au progrès énorme des moteurs de recherche internes des sites web. Cela dit, proposer une arborescence sous la forme d'un menu de navigation, ça reste indispensable si on ne veut pas perdre
certains utilisateurs en route. D'abord, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui recherchent quand même de cette manière. Ensuite, parce que l'arborescence est dans beaucoup de cas la béquille de moteur du recherche interne. Tout simplement parce que si on ne trouve pas ce qu'on recherche via le moteur, on aura tendance assez naturellement à trouver une issue de secours, une autre voie, et donc à se retourner vers l'arborescence via le menu de navigation, tout simplement pour vérifier si le moteur n'a pas oublié, entre guillemets, quelque chose, ou s'il donne des réponses trop imprécises ou parfois beaucoup trop nombreuses aussi. Alors, il y a quand même un problème en UX avec les arborescences, c'est que, notamment, on le voit ça beaucoup dans les gros sites de e-commerce, c'est qu'il est très difficile de faire un menu de navigation quand on a des milliers de produits dans un catalogue, donc des dizaines de sous-liens de navigation. Physiquement, en termes d'espace sur un écran, on arrive vite à saturation pour un utilisateur. Par exemple, 3 niveaux d'arborescence, c'est déjà le maximum acceptable. Ouais. Ensuite, avoir plus de 10 liens par niveau d'arborescence. Alors, je vous donne ce chiffre de 10, il n'y a pas d'études scientifiques qui le corroborent, mais c'est un peu ce qu'on constate par expérience. Déjà, si on a 10 liens par niveau d'arborescence, ça commence à faire beaucoup. Alors, imaginez, parce que là, je vous parle de ce qu'on peut faire sur un écran d'ordinateur, mais sur un écran de smartphone, ça, c'est encore bien plus difficile à mettre en œuvre. Alors, ensuite, la question, et c'est là qu'on va rejoindre la problématique du SEO, je pense, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'arborescence comme terme et comme mot. Alors là, moi, de mon point de vue, c'est peut-être un des seuls terrains où il y a une opposition un petit peu frontale avec le SEO, ou pas, enfin tu me diras, David, car effectivement, le SEO, lui, il va avoir tendance à vouloir prendre en compte les intentions de recherche repérées sur Google, clairement. Mais l'UX designer, et pas que lui, en fait, pourrait très bien avoir tendance à vouloir organiser cette arborescence différemment. Par exemple, et ça c'est assez facile à imaginer ou à comprendre, c'est selon une logique de rayon de magasin. Moi, je me souviens très bien qu'à une époque, Decathlon essayait de reproduire dans son arborescence de site l'organisation des rayons qu'on retrouvait en magasin. Alors, je ne sais pas s'ils ont fini par le faire ou s'ils ont réussi à le faire. À mon avis, c'était difficile, mais en tout cas, je trouvais que ce n'était pas une très très bonne idée. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que c'est les problématiques de vocabulaire dont j'avais parlé tout à l'heure. Quel mot utiliser pour être suffisamment fédérateur et être compris de tous les utilisateurs? Alors, ce qu'on a retrouvé souvent comme problème chez nos clients, c'est que les marchands, ils ont tendance à vouloir utiliser leur propre vocabulaire, qui n'est pas forcément exactement le même que celui de leurs clients. Et puis, il y a d'autres facteurs, d'autres biais en fait, qui peuvent être introduits, par exemple, par les marchands, c'est qu'ils auront aussi souvent tendance à vouloir privilégier, peut-être, moi je ne suis pas dans le secret des dieux en ce qui concerne les marchands, mais en tout cas, ils ont peut-être tendance à vouloir privilégier des catégories qui ont un taux de marge plus fort sur certains produits ou certains services, et à les mettre en avant dans les premiers niveaux d'arborescence, parce que, un peu comme on met en fait en tête de gondole des produits dans un magasin, ou qu'on nous abreuve de promos à l'entrée d'un supermarché, en fait, c'est les liens qui sont en haut d'une arborescence, qui sont les plus visibles, c'est ceux, évidemment, qui vont être les plus cliqués de manière assez naturelle, parce que plus on va profondément dans l'arborescence, moins on va cliquer. Donc, c'est un problème qui est vraiment très, très complexe. Il n'y a pas de solution idéale, à mon avis, dans ce domaine-là. Et même s'il n'y a pas de solution idéale, moi, je trouve qu'on commence à voir des prémices de choses vraiment intéressantes sur des sites, alors je cite Netflix, mais il y en a d'autres, j'imagine, où l'arborescence n'existe quasiment plus, de mon point de vue. Par contre, tout ça a été remplacé par une interface totalement personnalisée et vraiment adaptée aux goûts et préférences de l'utilisateur, avec dedans quand même des petits morceaux de marketing incitatif pour faire voir à l'utilisateur des choses qui sortiraient justement de sa zone de confort ou de ses goûts. Voilà, donc je trouve que c'est un sujet très passionnant, qui est un petit peu proche de la manipulation mentale, mais qui est un peu excitant pour l'intellect, en fait. Oui, tout à fait. Bon, alors ça ne fait pas effectivement les affaires du SEO, parce qu'on aime bien avoir nos entrées granulaires quand même dans l'arbo, mais je comprends ce que tu veux dire. Et effectivement, l'interface qui est personnalisée en fonction des différents segments d'audience, et tu cites Netflix, je regarde comme beaucoup, je reconnais que c'est un vrai plus pour convaincre plus vite, c'est d'une efficacité redoutable, je suis complètement d'accord. Le deuxième point que je souhaite aborder complète finalement les deux étapes précédentes qu'on vient d'évoquer, l'étude mots-clés pour le développement de l'arborescence des sites. En fait, c'est la place des contenus dans le parcours utilisateur, puisque voilà, si on prend le cas de l'e-commerce,
On parlait de la création de catégories très granulaires. Le sempiternel débat à ce niveau, finalement, du parcours utilisateur, c'est faut-il ajouter du contenu dans la page catégorie qui liste les produits de la catégorie ? Côté SEO, c'est un classique, mais dans la réalité, soyons honnêtes, et notamment pour les SEO qui nous écoutent, c'est le plus souvent un contenu assez dense, qui est placé rarement en haut de page. Et si c'est le cas, c'est jamais en entier. Tu prends Cdiscount, mais il y en a d'autres. Voilà, tu peux cliquer ici pour voir tout le texte, mais personne ne le fait. ou sur le côté de la page, ou encore en bas de page, comme un Zalando, et bien d'autres. Et a priori, c'est encore utile pour le SEO, mais on peut d'ailleurs se poser la question, mais je referme là la parenthèse, mais sincèrement, pour l'utilisateur, c'est assez flippant. Quel est ton point de vue ? Comment tu juges de l'intérêt ou non de ce type de contenu ? Et quelle est ta recommandation ? Voilà, je demande une séance carrément de conseils. Moi, ma réponse elle va être assez tranchée. C'est que je trouve que du point de vue de l'utilisateur, ça n'a aucun intérêt en fait, parce que c'est assez simple à comprendre. Si je reprends l'analogie d'une grande surface, je pense à un magasin de bricolage où j'étais il n'y a pas très longtemps. Moi qui bricole pas beaucoup, c'est un peu une aventure pour moi d'aller dans un magasin de bricolage, mais c'est un peu comme si en me promenant dans le magasin, à l'entrée de chaque rayon, j'avais une affiche de 3 mètres sur 4 qui m'explique ce que je vais trouver dans ce rayon. Alors, je pense que je trouverais ça un petit peu bizarre en tant que client d'avoir des explications pour m'expliquer, par exemple, que là, c'est le rayon de l'outillage portatif électrique et que j'aurais un paragraphe entier qui m'explique ce que c'est qu'une perceuse, qu'une ponceuse électrique, etc. Ouais. Donc, en magasin, ça n'a aucun sens et sur le web, ça n'a pas de sens non plus. Alors, peut-être parce que alors aujourd'hui, sans doute qu'avec la navigation à facettes, beaucoup d'utilisateurs n'utilisent pas les catégories, passent directement par un moteur de recherche et affichent des pages de catégories de résultats de recherche. Et ça voudrait dire qu'il faudrait avoir des descriptifs et des textes SEO spécifiques pour chaque résultat de recherche. Alors moi, j'ai l'impression que c'est impossible, à moins qu'on ait des IA qui soient capables de générer du texte à la volée. Alors sans doute que c'est possible ça de le faire, mais je ne sais pas si ça existe réellement. Ouais. Et puis, il y a peut-être un deuxième point qui ne prône pas pour la mise en avant de textes de SEO en haut de page ou en bas de page ou sur le côté ou je ne sais pas où en tout cas, ou coupé, c'est que dans cette partie de recherche de l'utilisateur, quand il est en train de chercher un produit ou un service, de toute façon, lui, il n'a qu'un objectif, c'est d'aller le plus vite possible, trouver quelque chose. Et donc, il ne lit quasiment pas, en fait, dans cette phase-là. Il se fie plutôt à tout un ensemble d'indices visuels qui vont être des photos, des pictos, des mots très très courts, des tout petits titres, des couleurs, etc., pour arriver à se repérer très rapidement dans la page. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fameux scannage, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Et là, à ce moment-là, quand il a trouvé, il se met à lire uniquement quand il a besoin de détails, d'informations techniques sur le produit, de rassurance sur la livraison, par exemple. Mais pas quand il est en mode, quand il est comme un chien reniflant sur un terrain de chasse à la recherche de ses proies. Là, il n'a pas le temps de lire. Alors, je comprends bien l'intérêt de ça en SEO, mais en UX, je suis moins convaincu. Mais justement, c'est le sujet. Ce que tu dis, c'est super important. Je pense qu'il ne faut plus opposer SEO et UX, parce que, mais il faut proposer une solution qui réponde aux deux, parce que finalement, le point de convergence, c'est l'utilisateur, point final. Donc en clair, ce n'est pas une solution d'avenir de rajouter à l'appel des contenus dans ces pages catégories ou pages facettes. Il faut arrêter d'ajouter du contenu dans les catégories et ça ne servira bientôt plus à rien. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Alors, il existe de vrais bons exemples dans ce sens. Tu en auras peut-être d'autres, Olivier, en complément, mais moi, je pense à celui de Aubert, le magasin de puériculture. Si tu vas dans Google, tu recherches chambre bébé, ils sont premiers, ils sont tout en haut, la première réponse. Mais la clé a été la suivante, finalement, d'après notre expérience. Bon, voilà, on travaille avec Aubert. Pour un mot-clé aussi générique que chambre bébé, finalement, on se rend compte qu'il peut abriter différentes intentions. On a préconisé, nous, de proposer une page justement qui propose d'abord un univers, avec le choix d'aller justement vers les conseils, parce que ça peut être ça l'intention. Je veux des conseils pour choisir sa chambre de bébé. Donc des contenus de fond finalement. On va vers le blog. Ouais. Puis la possibilité de voir des chambres par ambiance, en bois, blanche, colorée. Ensuite, des conseils pour aménager une chambre existante. Donc ça, c'est encore une autre intention. Et bien sûr, à la fin, une liste de produits pour je veux acheter, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte en réorganisant cette page comme ça, qui répond à plusieurs intentions, et en rajoutant du contenu utile,
D'abord, le contenu était tout de suite plus évident pour l'utilisateur, puisqu'il répond à différentes intentions. Par conséquent, on a obtenu beaucoup plus d'engagement de la part de l'utilisateur, matérialisé par un taux de rebond. Il s'est engagé plus loin dans les pages qu'on lui présentait en rebond, et qui s'est lui-même traduit par plus de ventes. Et au final, on a obtenu un meilleur positionnement de la page au bout de quelques mois. Alors, corrélation ou cause avec le positionnement, on laissera chacun se faire une opinion, mais c'est tout de même un cas d'école pour nous, que je trouve intéressant à retransmettre ici. Et puis Ikea aussi, qu'on connaît tous, si tu cherches des salles de bain, moi je trouve que leur page, c'est une réussite. C'est bien loin de la liste des produits à la papa. La page, elle est composée de 5 points. Inspirez-vous avec des idées et beaucoup d'illustrations. Préparez des étapes pour optimiser sa salle de bain. Là aussi, pas mal d'illustrations, c'est assez concret. Concevez des guides de choix. Acheter, et là donc une liste de produits, mais qui privilégie les belles illustrations, tu vois, un peu la Pinterest. Et enfin, installer avec des conseils vidéo pour texte pour installer et monter toi-même la salle de bain. Donc, je trouve que c'est tout simplement la voie à suivre. C'est hyper pragmatique et on est bien loin là de la liste produit un peu froide. Est-ce qu'on n'en a pas fini des listes de produits en mode quadrillage en fait? J'espère, mais... Moi, je suis pas persuadé. Je pense qu'on aura toujours besoin des deux, en tout cas, parce que faut quand même considérer qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui savent très très bien et très exactement ce qu'ils recherchent. Alors, c'est assez souvent le cas quand même en e-commerce, parce que ça reste encore, et pour beaucoup de personnes, plus une commodité que du shopping par rapport au commerce physique. Et là, en fait, effectivement, il faut avoir une interface qui soit extrêmement pointue, en fait, extrêmement ergonomique, extrêmement facile à utiliser, qui permet tout simplement à l'utilisateur d'aller le plus vite possible, droit au but, sans se tromper. Ça, c'est vraiment un objectif. Et donc, du coup, là, il faut vraiment faire jouer tous les ressorts complètement classiques de l'UX, des visuels ultra clairs, ultra précis, des textes incisifs et courts, aguicheurs même. Il faut une information qui soit extrêmement limpide, il faut des éléments de rassurance, et bien évidemment, il faut des gros boutons facilement identifiables à ajouter au panier et compagnie. Donc, on a quand même une grande catégorie de gens qui ont besoin de ça. Maintenant, je trouve que tu as raison, David, aussi. On a aussi de plus en plus de gens qui ne savent pas choisir, ou qui sont en phase de recherche d'informations, ou qui ont besoin de conseils même. Et pour cela, pour qui c'est difficile peut-être de savoir exactement ce qu'ils veulent, effectivement, il faut trouver des nouvelles solutions. Alors, quand on est en magasin, c'est pas très compliqué, parce que on est censé avoir des vendeurs ou des conseillers qui vous aident et qui répondent à vos demandes. Mais sur le web, c'est effectivement beaucoup plus difficile. Et puis, on imagine mal avoir des armées de vendeurs derrière un écran, répondre à chaque internaute. Ce ne serait pas trop du web, du coup. Alors, il faut effectivement, dans ce cas-là, imaginer différentes clés d'entrée avec plusieurs besoins pour chaque utilisateur. Et je pense que les exemples que tu as cités, alors je suis désolé, moi je n'ai pas d'autres exemples en tête qui me viennent à l'esprit, mais sont tout à fait des bonnes réponses à ce besoin en fait. C'est-à-dire être capable de pousser plusieurs clés d'entrée tout simplement à différents types d'utilisateurs. Alors ce qui est évidemment compliqué dans ces réponses-là, c'est que on ne peut pas pouvoir répondre à tout le monde comme ça, parce que les besoins et les questions sont souvent très très nombreuses, mais en tout cas, on peut prendre en compte les besoins principaux et y apporter des réponses visuelles, en photo, en vidéo, mais ça peut être en audio. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire comme tu les as montré. Bien sûr, ça cache une réalité qui est un petit peu trouble du web, c'est qu'on se rend bien compte qu'une interface ne peut pas tout. Et dans tous les cas, je pense qu'on aura toujours des choses qui sont compliquées à réaliser, ou des questions qui trouveront difficilement réponse au sein d'une interface. Et là, même le meilleur UX designer du monde ne pourra rien y faire. Et là, je pense à des produits, quand on est face à des produits très techniques. Moi, je vous donne un exemple simple. Je suis acheteur de vélo, j'adore les VTT par exemple. Si je devais en acheter un sur Internet, j'y arriverais pas, tout simplement. J'ai essayé, j'ai fait le test, c'est impossible, parce qu'il y a tellement de choix, tellement de complexité, qu'il est impossible de s'y retrouver. Je pense aussi aux assurances. Nous, on a beaucoup de clients en assurance et en mutuelle chez Wexperience. Pareil, vous êtes face à des produits ou des services. Honnêtement, si on vous explique pas ce que c'est, vous allez avoir du mal à comprendre, et vous allez faire des choix des choix sans vraiment avoir toutes les clés en fait de votre choix. Et dans ce cas-là, peut-être pour compléter ce que tu disais, David, moi je pense que une des solutions à venir, et je pense que
pense pas trop me tromper dans la matière, c'est vraiment remettre de l'humain. Alors, je sais que remettre de l'humain, c'est un peu la phrase bidon, bullshit du digital. On aime bien remettre de l'humain, mais moi, j'y crois sincèrement et je pense qu'on peut remettre un peu d'humain dans le parcours utilisateur. Je sais pas comment ça pourrait s'appliquer en SEO, mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, avec la visio, avec le chat, on pourrait très bien imaginer des algorithmes automatiques qui déclenchent des appels à des desks qui viendraient aider des personnes à un moment donné en difficulté. Et ça, je pense que c'est vraiment une recherche des gens aujourd'hui. Ouais, et puis, mais tu as raison d'évoquer ce point-là parce que tu as dû le voir aussi. C'est vrai que la pandémie a peu joué, même clairement, un rôle d'accélérateur, puisqu'on n'a plus trop eu le choix. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de marques qui ont joué ce jeu, un peu j'ai presque envie de dire du téléachat, de la démonstration en ligne pour les clients, avec les vendeurs d'habitude qu'on allait voir dans le shop. Et tu as raison, il y a quelque chose là derrière et probablement que ça va émerger, puisque là, je crois qu'on est parti encore en 2021 pour être un peu à distance. Donc c'est super intéressant à suivre. Ouais, bonne remarque. Ouais. Le début janvier, dans ce Webcast, on a parlé des tendances SEO 2021. Olivier, je pense que tu me vois venir avec mes gros sabots. Est-ce que tu peux nous donner les tendances UX qui se dégagent pour 2021 ? Justement, on est encore en début d'année, donc on est dans les temps. Est-ce qu'il y a des choses qui vont émerger, des pratiques qui vont se renforcer ? Alors, j'ai toujours du mal à parler de tendance en UX parce qu'en fait, je me rends compte que d'année en année, je répète à peu près tout le temps la même chose, faites simple, faites rapide, etc. Mais c'est parce que l'UX, comme c'est de l'ergonomie, c'est pas quelque chose qui évolue spécialement beaucoup. Donc, dans les interactions, c'est un peu toujours les mêmes recommandations. Mais par contre, si on devait parler de tendance, moi, j'aurais plutôt à parler de tendance à un niveau un peu plus métacognitif, si je puis dire, sur la façon dont on aide les gens à s'y retrouver dans les montagnes d'informations qui existent aujourd'hui. Donc, moi, un des premiers sujets qui me paraît vraiment important, c'est la rassurance. C'est vraiment rendre son service plus clair, plus transparent, alors notamment sur tout ce qui tourne autour de la livraison des produits, par exemple. Je vous donne un exemple un peu simple, mais il y a un sujet qui est assez proéminent depuis quelque temps en UX, c'est ce qu'on appelle le legal design, et qui consiste tout simplement à mettre au clair, au propre et de manière intelligible et lisible des textes légaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de sites où il y a des contraintes légales très très fortes. Je pense au crédit à la consommation, mais ça peut être aussi des assurances et des mutuelles. Et il y en a d'autres certainement, ne serait-ce que l'histoire des cookies qui concerne à peu près tout le monde. Il y a vraiment un besoin de rendre les choses transparentes, parce qu'aujourd'hui, il y a une méfiance innée des internautes envers le digital. Alors, ils ont toujours l'impression de se faire piquer leurs données ou de se faire avoir d'une manière ou d'une autre. Et dès que vous mettez des textes légaux en petits caractères, là, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied en disant, en envoyant le message à votre utilisateur, tiens, là, je suis en train de t'envoyer un truc, tu vas rien comprendre, mais signe quand même, c'est pas grave, tu verras bien plus tard. Et je pense que cette attitude-là qu'on a eue pendant très longtemps, sur le web, il faut l'abandonner. Et donc, il faut vraiment s'intéresser à ces textes légaux en les mettant en forme, en les transformant. Un exemple, parce que je l'aime bien, celui-là, et je le redonne très souvent, mais on a travaillé, nous, avec un gros organisme de crédit, oui, c'est un organisme de crédit à la consommation. Il y en a pas mal chez nous dans le Nord. Vous savez, en fait, quand vous prenez un crédit à la conso, la banque doit vous expliquer comment ça fonctionne un crédit. Et finalement, c'est pas une notion si facile à comprendre pour la plupart des gens. Et il y a une contrainte légale qui fait que quand on prend un crédit de 20 000 euros, par exemple, on doit vous dire que si vous prenez un crédit de 20 000 euros sur 18 mois, vous devrez rembourser tant et tant par mois, avec des coûts de frais de dossier de tant et tant par mensualité, etc., etc. Et comme c'est une obligation légale, notre client s'est dit, on va mettre le texte tel quel, là, en brut de décoffrage dans un coin, et puis advienne que pourra. Et ce qui est advenu, c'est qu'en test utilisateur, ce texte qui était censé rassurer en fait l'utilisateur en lui expliquant ce que c'est qu'un crédit, en le mettant au courant en fait des implications de ce qui allait se passer s'il prenait ce crédit-là, on a vu en test que les gens étaient effrayés et flippés par ce texte en fait. Ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce machin, on comprend rien, ça fait peur. Alors quand vous connaissez l'image des organismes de crédit en France, c'est pas une bonne chose. Et on a retravaillé en fait juste ce texte, donc on a vraiment gardé exactement les mêmes mots. Il n'y a pas eu de transformation à ce niveau-là puisque c'est un texte légal, mais on a changé la mise en forme. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a mis en gras
On a agrandi la police de caractère, on a rajouté même une petite image, une photo d'une dame qui sourit, je crois, c'est ça qu'on avait mis. Et on a refait des tests. Et là, on s'est rendu compte que les gens, en lisant le même texte, disaient « Ah tiens, c'est génial ce qu'ils ont mis là parce que ça m'explique vachement bien comment fonctionne le crédit. » Et c'était le même texte, en fait. Donc le même texte mis en forme différemment, et là, c'est typiquement le métier de l'UX designer, permet de rassurer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une demande très très forte des gens d'avoir des choses qui les rassurent. Et puis, alors du coup, ça m'amène sur un deuxième sujet qui est celui de la livraison. Alors ça, c'est vraiment tout nouveau pour moi parce que je ne m'y attendais pas, mais on l'a vu récemment en test utilisateur. Ça devient, je pense, et je l'ai vu là dans une étude ce matin, un des critères prépondérants dans l'acte d'achat. Alors ça veut dire quoi ça? Alors évidemment, il faut bien livrer les gens, il ne faut pas être en retard et il ne faut pas que les colis soient déchirés quand ils arrivent dans la boîte aux lettres. Ça c'est sûr, mais ça c'est pas notre rôle à nous. Par contre, ce qui est de notre rôle, c'est de rassurer immédiatement et rapidement sur ces contraintes de livraison et de logistique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur un test récent, moi j'ai vu une dame, et c'était pas la seule, qui disait « Ah, moi, quand j'arrive sur un site de e-commerce, le premier truc que je regarde, c'est la livraison. » Et ça, c'est nouveau, et c'est nouveau parce qu'on est dans une période, donc tout le monde l'a remarqué, de pandémie, où on est un petit peu confiné chez nous. Les gens sollicitent énormément les entreprises de transport, et effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça en France, c'est pareil aux États-Unis et partout dans le monde. Donc aujourd'hui, ça devient un critère différenciant. Et là, pareil, ça rejoint en fait la même problématique que le legal design, c'est que en fait, il faut parler de ces contraintes de livraison, de logistique, de manière transparente et honnête, et vraiment rassurer là-dessus. Et là aussi, l'UX designer a un rôle à jouer très fort là-dessus parce que il doit savoir mettre en forme ces informations-là. Et voilà, ça c'est mes deux premières. Si j'avais des choses à faire aux e-commerçants cette année, j'en ferais faire ça. Et puis si j'avais autre chose à leur faire faire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de réhumaniser vos parcours, parce que là aussi, alors c'est assez facile à comprendre en fait, c'est que comme on est tous un petit peu contraints à passer pas mal de temps devant nos ordinateurs, alors je dis pas que c'est un conseil, passez pas trop de temps devant vos ordinateurs quand même, mais comme pour faire du shopping, on est quand même un petit peu obligé de le faire, il y a quand même une question de surcharge mentale qui est en train de se faire, une question de lassitude, ça devient vraiment très compliqué ou fatigant même de surfer sur des sites. En plus, vous avez beaucoup plus de gens aujourd'hui qui utilisent Internet, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, et beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le numérique. Vous savez qu'on parle beaucoup d'électronisme en ce moment. C'est vrai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup de gens qui vont être déçus en fait par le digital. Pourquoi? Parce que les parcours qu'on pensait simples, pourtant on avait bien travaillé dessus, les parcours qu'on pensait simples, en fait, pour beaucoup de gens, vont être encore trop compliqués. Et c'est là que je pense qu'il faut remettre du digital. Donc, alors c'est pas simple, du digital, pardon, de l'humain. Et ça, c'est pas forcément très très simple parce que ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est la même chose, c'est remettre des interfaces humaines, du téléphone, pourquoi pas, de la visio, évidemment. La question c'est comment on fait pour repérer les gens qui ont du mal, comment on fait pour qu'ils n'aient pas peur d'appeler ou de passer en visio directement sans rompre l'expérience utilisateur. Mais moi, je pense que c'est un énorme relais de croissance, et je pense que les marchands cette année qui mettront en place des systèmes où ils seront capables de débrayer la navigation digitale vers quelque chose qui soit du téléphone ou de la visio, ou en tout cas on est vraiment en contact avec une personne, ils marqueront des points dans leur business, parce que je pense que c'est un vrai besoin, et je rajouterais que c'est un vrai besoin parce qu'en fait on a tellement besoin de contact humain en ce moment que si on peut en donner un petit peu, même si c'est pour vendre des choses, ce ne sera pas une mauvaise chose. Bah, écoute, c'est passionnant. Moi, je trouve intéressant parce que tu illustres finalement bien toute la complexité qui finalement entre en ligne de compte dans le processus de décision d'un passage à un acte d'achat. D'ailleurs, Google, à travers ses études, a conceptualisé ça sous un nom assez intéressant, le messy middle. Finalement, cette succession d'embûches, de biais cognitifs, de points de friction qui influencent l'acte de décision. Et c'est passionnant. Et comme tu l'as dit, c'est presque infini. Mais on comprend bien avec tout ce que tu viens de nous dire qu'il n'y a pas un, mais des parcours. C'est
une discipline complexe. C'est bientôt la fin de ce Webcast, il y aura encore plein de choses à dire. Ce sera peut-être même l'occasion d'un prochain podcast, hein, on sait pas. Oui. Une dernière question, Olivier. Si on souhaite en savoir plus à propos des comportements des utilisateurs selon le type de produit qu'on recherche, je crois que vous proposez ces prochaines semaines plusieurs webinaires avec des cas pratiques. Oui, alors en fait, on fait des webinaires une fois toutes les 2 semaines, sur des sujets à la fois UX et business. En fait, nous, on essaie d'aborder la thématique de l'UX par le côté business. On est une agence web, on travaille beaucoup pour des entreprises privées. Donc, on fait des webinaires toutes les 2 semaines. C'est gratuit, évidemment. C'est tous les mardis. Alors, j'ai pas les dates précises en tête, pas le programme précis non plus en tête. Tous les mardis, tous les 2 mardis, tous les 15 jours. À 11h. Donc, des fois, on parle du X, des fois, on parle de nouvelles solutions qu'on a détectées sur le marché qui peuvent aider à améliorer l'expérience client digitale. Et puis, parallèlement à ça, on a lancé, à l'instar de WAM, un podcast. On a marché dans vos pas. C'est l'instant promo, on est admiratif. On a lancé un podcast qui s'appelle Expérience digitale, où on aborde pareil la vision de l'UX, mais par le côté expérience client digitale. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire comment aujourd'hui ça se passe pour les gens quand ils achètent quelque chose, et on se rend compte que c'est pas juste du digital d'ailleurs, ça commence par peut-être une consultation sur ordinateur, mais ça peut se concrétiser par un passage au magasin ou dans un drive, etc., etc. Donc on essaie d'interroger des leaders d'opinion sur ces problématiques-là. Et voilà. Alors toutes ces infos, vous pouvez les retrouver évidemment sur notre site expérience.fr. Oui, et puis c'est très nourrissant, je les écoute aussi du coup, et t'as raison d'en parler parce qu'ils méritent, ils valent le détour. Et pour compléter, sans trop dévoiler non plus, c'est intéressant parce que la technologie de l'eye tracking, moi ça m'a vraiment passionné là, quand j'ai vu comment travaillait Wexperience pour ses analyses. Elle a été utilisée également lors de la Search Experience, justement, et pour la première fois, enfin, en tout cas en France, moi je ne crois pas avoir déjà vu ça. Et c'est intéressant parce qu'on décrit à travers ce webinaire commun les comportements de recherche des utilisateurs face à la physionomie des résultats de recherche de Google, comme l'influence d'un carrousel vidéo ou la présence des 4 ads ou encore des feature snippets selon une intention de recherche, qu'elles soient informationnelles ou transactionnelles, etc. Est-ce que ça a été vu? Est-ce que ça a été lu, cliqué? C'est hyper riche d'enseignements et je vous invite vraiment à y participer. C'est vraiment des webinaires intéressants qui montrent d'autres choses et qui sont adaptés à la complexité et à l'évolution de la page de résultats de recherche de Google. Eh bien, merci messieurs pour ce point très complet, c'était très intéressant. Merci tout particulièrement à Olivier de nous avoir apporté son expertise. Malgré la distance à cause de la situation actuelle qui est pas simple, on a réussi quand même à parler de tout ça. Avant de finir, comme d'habitude, pour retrouver cet épisode et puis tous les anciens, ça se passe sur notre site wam-référencement.fr. Pour réagir, pour poser des questions, ça se passe sur les réseaux sociaux, alors soit LinkedIn sur le compte de WAM Référencement ou sur Twitter @WamRef ou @le Wamcast. Olivier, est-ce que tu veux en profiter pour placer tes réseaux sociaux aussi? Oui, on en a plein. Vas-y. Vous pouvez juste taper dans Google ou Expérience et vous trouverez de quoi nous suivre. On est sur LinkedIn, on est sur Twitter. Et puis sur les plateformes de podcast, je pense qu'en tapant Expérience digitale, on peut aussi nous trouver. Eh bien parfait, c'est noté. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. À bientôt. À bientôt, Salut, merci.